Ok, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de Study Abroad Session. Alors, nous sommes très heureux de vous compter parmi nous en ce jour. Nous allons vous parler d'une bourse intéressante et nous avons également un invité qui nous fera le plaisir de détailler dans, du mieux qu'il pourra concernant cette bourse EPFL. C'est une bourse de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Et notamment, il va se focaliser sur la partie des thèses de doctorat. Donc voilà, qui est notre invité aujourd'hui? Alors, notre invité, c'est Aurel Davy, voilà, Davy. Il est évidemment PhD student et il travaille sur le machine learning, ou alors l'intelligence artificielle, voilà. Mais c'est beaucoup plus quelque chose qui est utilisé en anglais. Alors, il travaille sur un projet innovant axé sur la quantification de l'incertitude dans le diagnostic pathologique en oncologie. Évidemment, grâce au machine learning. Bon, l'oncologie, on va rappeler pour beaucoup, pour certains d'entre nous, c'est en fait c'est une discipline de la médecine qui est focalisée sur le cancer. Donc, bien que bien que des progrès significatifs aient été réalisés dans l'application de l'apprentissage automatique au diagnostic du cancer, l'aspect de la quantification et de l'incertitude, en fait, a souvent été négligé. Évidemment, c'est pourquoi dans la recherche d'Aurel vise à développer les techniques avancées, intégrant l'incertitude dans l'algorithme diagnostique afin d'améliorer à la fois la précision et la fiabilité. Et en fin de compte, cette approche en fait cherche à réduire les risques de mortalité et à diminuer les coûts de traitement. Pour ce travail, il est encadré par deux superviseurs, un professeur affilié à UM6P au Maroc, le professeur Ali Idri, et un autre co-superviseur, justement, donc, venant de ce programme EPFL en, en Suisse, c'est le professeur Pascal Frouzade. Donc, ce sont ces deux superviseurs. C'est pourquoi donc nous tenons à remercier et à exprimer notre sincère gratitude auprès de Aurel, qui a bien voulu nous rejoindre en ce jour pour partager son expérience en tant que boursier de EPFL. Donc, nous sommes entre les mains d'un expert. Thérèse, tu as la parole. Oh, okay. Hello, family. As you already know, I'll be doing a little bit of translation in English. If you are joining us, this is the study abroad session, session number 12. And if it's your first time, know that you have missed 11 sessions of the season. All of them have been with brilliant invitees or guests like Aurel. SFO is an initiative that is organized by students like you who went through a lot of stress getting to where they are. And the idea has simply been if we went through the stress because we didn't have information, the best we can do is tell you that these scholarships exist and to bring you people in body and flesh. We feel like having someone that has gone through it that looks like you makes it easier for you to understand that it's possible. So today we have Aurel. Aurel is a friend here at UM6P, and he's a brilliant, brilliant scientist. And without doubt, I know that EPFL is made for people that are as brilliant as Aurel. And if you are joining us for the study abroad session, we believe that you are smart enough to know that you lack information and you are seeking to know more. So I will not waste so much of your time. I will instead let Aurel tell us who is Aurel, how come he got here, and what it takes to be an EPFL scholar. I know it's for the best, but I know also that there are tricks. It's being the best is good, but having those tricks that will help you to show the world that you are the best. Sometimes it's just what makes the difference. So I'm going to leave the floor now for Aurel. Aurel. Ok.
Euh, Merci à vous encore une fois pour cette invitation. Donc, je réponds au nom de Aurel David Joconfoué. Et comme vous l'avez mentionné, vous me recevez? Oui, on te... Oui, oui, intéressant, intéressant. Donc, comme vous l'avez mentionné, je suis étudiant en fait au supervision jointe entre l'Université Marie-Six Polytechnique et l'École Polytechnique fédérale de Lausanne dans le cadre de l'initiative Sans PhD for Africa du programme Excellency in Africa. Donc, mon projet de thèse, il porte notamment sur la quantification de l'incertitude au niveau des algos de machine learning dans la détection des pathologies en oncologie, l'étude du cancer et tout. Donc, je ne sais pas, sans plus tarder, je vais peut-être amorcer ma présentation afin de vous OK. présenter le programme de long en large et tout. Je pense que la diapo n'est pas encore sortie. Pas OK, encore. OK, OK, ça arrive. OK, OK, c'est bon. Je crois que j'ai eu le même problème parce que... Je vois. Ok, non, c'est repassé. Bon, je vais un instant. ouais, C'est bon, c'est bon. ouais, maintenant Ok, c'est bon. ok, super. Donc, encore bonsoir. J'espère bien que qu'à la fin de cette présentation, vous aurez également voilà, les motivations nécessaires pour pouvoir préparer votre candidature pour la prochaine cohorte du programme et tout. Donc, je vais décliner ma présentation en ces points, en fait. Je vais d'abord commencer par présenter les institutions qui sous-tendent, en fait, le programme EXAF, en fait, sans quoi il n'y aurait pas l'initiative sans PhD for Africa. Ensuite, faire un petit, voilà, zoom sur ce qu'est le programme Excellence in Africa. Et voilà, après parler en particulier du programme sans PhD for Africa qui n'est rien d'autre que voilà, le programme qui concerne en fait le financement des thèses en fait en partenariat avec l'École Polytechnique fédérale de Lausanne. Donc, à ce niveau, je ferai un zoom et j'irai plus en détail voilà, en parlant de tout ce qui est pris en compte dans le financement, les critères d'éligibilité, les documents requis, la timeline en termes d'application pour la prochaine cohorte et faire un zoom sur voilà, les statistiques des deux premières cohortes afin que vous ayez une idée du niveau de compétitivité en fait qu'il y a au niveau du programme et tout. C'est très bien. Donc, quand on parle de SAF, en fait, c'est soutenu par deux universités, notamment le PFL et l'UM6P. Donc, quand on parle de PFL, en fait, elle a été fondée en 1853 et renommée EPFL en 1969. Et c'est l'une des universités les plus cosmopolites d'Europe, en fait. Et cela se caractérise par la grande diversité en termes de nationalités qui y résident. Donc, aujourd'hui, en fait, il y a environ ou plus de 120 nationalités et d'étudiants. En fait, dans tout ce cocktail, on a des étudiants, des chercheurs, staff et encore entrepreneurs. Et d'après le classement 2025 en fait, du Crossword University Ranking, le PFL occupe en fait genre la 26e position en fait, dans le classement des universités au monde et vient en 10e position en Europe en fait. Et elle est reconnue pour genre, son excellence en fait, dans les disciplines telles que l'ingénierie et les technologies. Et
Euh, Aujourd'hui, elle a plus de 39 000 alumni qui sont répartis dans plus de 80 pays et elle a pour vocation, en fait, de rehausser, en fait, le niveau en termes d'enseignement, de recherche et d'innovation. Donc, le PFL, en fait, est l'une de ces universités qui euh, est caractérisée ou bien qui lance, en fait, beaucoup de collaborations, en fait. Et à ce titre, elle a des collaborations avec des institutions publiques, privées, de hautes universités comme l'UM6P, les politiques et, et j'en passe. Quand nous passons à l'UM6P, en fait, l'UM6P, c'est une récente une université assez jeune qui a été inaugurée en 2017 et elle porte aujourd'hui plus de 20 nationalités avec plusieurs sites, notamment dans le Maroc et également à l'international comme en France et au Canada. Et une caractéristique principale qui nous intéresse, nous cherchons en IA, c'est les supercalculateurs et l'UM6P est doté du plus grand supercalculateur en Afrique. Et en termes de classement, c'est l'une de ces rares universités en Afrique qui a pu se hisser dans voilà, les 50 meilleures universités au monde, d'après le Times Higher Education Award University Ranking. Et elle se positionne comme voilà, la première au Maroc et en Afrique du Nord. Et elle se repose sur principalement trois piliers, recherche, innovation et excellence académique. Et genre, sa vision et son but, c'est de se positionner comme un hub euh, en termes de recherche et d'innovation en Afrique. Donc, c'est une récente université, mais qui a lancé beaucoup de partenariats, notamment avec les grandes universités qu'on connaît, telles que l'MIT, HEC, euh, Paris Tech, et j'en passe. Et sans oublier le PFL, en fait, dont la collaboration a permis voilà, de faire naître le programme EXAF, en fait, dont je suis lauréat aujourd'hui. Donc, pour parler du programme EXAF, je vais commencer avec l'un des propos de Sir Hicham El Abdi, président de l'université Maurice Polytechnique, qui mettait l'accent sur le fait que voilà, l'Afrique fait face à de nombreux challenges aujourd'hui et voilà, qui ne sera pas, il est, voilà, et qu'il est nécessaire en fait de commencer par faire preuve en fait, je dirais, d'innovation et de capitaliser en fait sur les ressources, voilà, qu'on possède en termes de chercheurs et tout pour pouvoir faire développer le continent. Donc, j'essaie de le paraphraser là. Et voilà, c'est dans cette optique-là que euh, le PFL et l'UM6P se sont associés et qu'ils ont lancé en fait l'initiative Excellence in Africa et qui a un projet sur un horizon de 10 ans qui vise à promouvoir la recherche, voilà, et l'innovation et la transformation digitale et numérique en Afrique. Donc, le programme EXAF, l'initiative EXAF repose sur quatre piliers. Le premier, c'est le programme Junior Faculty Development qui vise en fait à favoriser la collaboration entre voilà, les jeunes chercheurs et professeurs en fait du continent et des laboratoires de recherche à l'EPFL afin de travailler sur des sujets de recherche d'impact et novateurs pour pouvoir résoudre les problématiques en fait qu'on rencontre sur le continent. Le deuxième concerne le programme de Digital Education qui s'intéresse à tout ce qui est qualité de l'enseignement et voilà, développement de la pédagogie et la formation des enseignants, des chercheurs et voilà, des diplômés. Le troisième concerne celui voilà, du développement de solutions digitales pour voilà, les villes durables en Afrique de l'Ouest. Et voilà la dernière qui nous intéresse, notamment le programme 100 PhD for Africa. Donc, le programme 100 PhD for Africa, c'est voilà, un programme ou un projet en fait qui vise à financer, je dirais, euh, 100 thèses en Afrique sur voilà, l'horizon de l'initiative EXAF et donc qui permettra à ces étudiants en fait de bénéficier d'une co-supervision entre leur institution d'origine en Afrique et l'Université Polytechnique fédérale de Lausanne en fait. Et le financement a pour but
le financement est dédié en fait à une période de 54 mois maximale, soit 4,5 années, un peu équivalent à la durée de la thèse en Amérique, je dirais, qui est autour de 5 ans en général, avec un financement allant jusqu'à 80 000 francs suisses en fait. Et ce qui permettra à l'étudiant notamment de pouvoir effectuer sa recherche tant en Afrique qu'à l'EPFL. Donc, quand nous prenons voilà, ce financement, elle couvre plusieurs dimensions, notamment tout ce qui est frais de subsistance et ainsi que les frais d'inscription au niveau de l'université si elles sont disponibles comme c'est le cas à l'UM6P. Et les coûts de recherche, notamment les frais liés à l'acquisition de matériel de recherche. Je prends mon cas, peut-être une super machine et des abonnements cloud. Les frais liés aux conférences, à la participation aux conférences et workshops ou encore Summer School à l'international. Les frais liés en fait aux visites à l'EPFL, les périodes de mobilité, ainsi que voilà, la prise en compte des mobilités des superviseurs en fait. Donc, en termes de critères d'éligibilité, il faut être de nationalité africaine et y résider en fait, avoir un diplôme être en dernière année de master ou être en première année de thèse en fait, et faire preuve d'excellence académique et pouvoir avoir une application qui sera endossée par un superviseur dans une institution haute ainsi que l'institution dans laquelle tu feras ta thèse en Afrique. En termes de pièces requises, on va parler du proposal en fait. Donc, le proposal, c'est je dirais la pièce maîtresse pour pouvoir postuler au programme Sans PhD for Africa parce que elle présente ça s'appelle le projet de recherche sur lequel l'étudiant va travailler, un statement of objectives qui, un temps soit peu met l'accent sur euh, les motivations en fait de l'étudiant pour euh, d'abord faire une thèse, embrasser une carrière de recherche, le programme et voilà son projet professionnel à long terme après la thèse et tout. Nous avons également le CV, genre, les bulletins de notes et voilà les diplômes précédents, deux lettres de recommandation, un lettre de support qui vient du superviseur qui atteste qu'il est prêt à endosser ta candidature, ainsi qu'une lettre de support de l'institution dans laquelle tu feras ta thèse en Afrique, et également le budget en fait qui sera alloué à ta thèse lorsque ta candidature sera retenue. Maintenant, en termes de timeline pour l'application, le programme EXAF, c'est un programme qui est généralement lancé de façon biannuelle en fait. Et normalement, la troisième cohorte devrait être lancée très bientôt. C'est généralement dans le mois de février, mars, avril, mais cette année, ça prend un peu de retard. Donc, prochainement, dans les prochains mois, vous aurez le call qui sera lancé. Et la phase de présélection dure généralement 4 à 6 mois. Quand je parle de présélection, c'est le premier filtre, en fait, qui est fait. Et ensuite, suit la phase, en fait, d'interview et de matching, en fait, parce que les profs à l'EPFL auront vos candidatures, donc vont étudier les projets que vous proposez. Et ceux qui jugeront, ceux qui trouveront votre projet intéressant et aligné avec leurs axes de recherche, voilà, vont entrer en contact avec vous pour des interviews, en fait. Après, il y aura la phase de matching avant la décision finale qui est faite. Et voilà, donc, à la rentrée académique, à la prochaine rentrée académique, vous allez débuter votre thèse si vous étiez en master 2, sinon vous continuez en fait, si vous étiez en première année de thèse. Donc, si je dois revenir sur les statistiques du programme, je dirais, la première cohorte, il y avait 9 lauréats en fait sur plus de 850 applications, soit un taux d'admission de 1,5%. À la seconde cohorte, le programme a pris plus d'envergure et de notoriété. C'est passé à 20 lauréats, en fait, sur plus de 2500 candidatures, en fait, soit un taux d'admission de 0,77%. Donc, c'est sûr que la tendance va continuer et le programme, avec le temps, en fait,
je pense, suffisamment positionné comme programme de financement en Afrique et les années qui viennent, on devrait avoir beaucoup plus de candidatures. Donc, si j'essaie de faire un zoom sur la deuxième cohorte, il y a eu 2572 applications. Suite aux premières étapes où il y a eu le filtre, nous sommes passés à 644 applications retenues. Donc, suite à ça, il y a eu une étude, voilà, des candidatures par un comité scientifique avec rigueur. Donc, c'est passé à 82 applications retenues à cette étape. Donc, quand nous essayons d'observer la distribution géographique en fait, des candidatures retenues, on peut voir qu'il y avait beaucoup plus de candidatures retenues qui venaient du Maroc, genre du Bénin et certains pays de l'Afrique de l'Est. Mais ce qui est intéressant, c'est la diversité en termes de nationalités représentées. Donc, il y avait environ 25 nationalités, en fait, en termes de candidatures. Donc, vous pouvez déjà voir l'impact que le programme a et le nombre de pays qui ont été touchés, qui va certainement s'accroître durant la cohorte qui sera lancée prochainement. Et quand on essaie de regarder les disciplines qui étaient impliquées, il y avait, voilà, des projets de tests qui étaient orientés vers voilà, le domaine de la chimie, l'informatique, l'ingénierie électrique, mécanique, la physique, les sciences environnementales, material science, les sciences de la vie et voilà, l'urbanisme. Donc, suite à ça, il y a eu 20 candidatures qui ont été finalement retenues après l'ensemble du process. Donc, pourquoi devrez-vous postuler au programme XF? Je dirais que d'abord, c'est à tout votre avantage. Parce qu'en dehors de tout ce que vous aurez comme financement, en fait, vous aurez la chance d'être exposé à un réseau de chercheurs à l'international et d'avoir le support qu'il faut pour faire une recherche de qualité. Vous aurez également un mentor de classe mondiale. Comme moi, je prends mon cas, par exemple, mon superviseur, mon co-superviseur à l'EPFL a une très grande renommée dans le domaine et il est presque à la tête des grandes institutions de recherche en IA en, en Suisse. Donc, vous aurez également la possibilité de contribuer en fait au rayonnement scientifique de l'Afrique et travailler sur un projet d'envergure qui pourra impacter et induire un certain changement, que ce soit à l'échelle micro ou macro. Donc, je pense que c'était un peu le contenu de ma présentation. Merci beaucoup. Wow. Wow. Merci Et beaucoup, Aurel. merci beaucoup, ouais. Mhm. Je ne sais pas si Pérez peut avoir. Ben, tu peux laisser Oui, ton- les slides, quoi. Ok, ok. Thérèse va faire une toute Petit petite résumé, oui. résumé pour aider les personnes qui nous suivent dans la langue anglaise de mieux Mhm. se retrouver. C'est vrai que les slides étaient écrits en anglais, c'est une bonne chose Oui. de suivre, mais Thérèse va se charger de faire quand même une petite synthèse. Et évidemment, ceux qui ont des questions pourront les poser dans le chat. Après Pérez, on va répondre à ces questions. On va soumettre ces questions à David pour qu'il puisse y répondre. Les slides, je Ok. pense. Tu les aperçois toujours? Aurel, Non, pas encore. Les slides, Ok. pas encore. Parce que là, je suis là passé en présentation. Je ne sais pas si... Est-ce que tu les vois? non, non. Non, Pas non, encore. non, pas Pour encore. le partage, tu partages de nouveau. Ok, je- Je pense que le display commence à revenir. OK, on peut juste laisser. Full screen. Oui. Donc, so for those that are English speaking, I'll do a resume. It might not be perfect, but at least we're going to get somewhere. So in resume, what Aurel was saying is with respect to the EPFL, the program in general, that is, it's a whole body of funding, and it is funded by École Polytechnique Fédérale de Louisiane. It's like a confederate of universities that came together in order to finance research and science in general. And it has a lot of pillars, but what Orel has been choosing is really the 100 PhD program. And the 100 PhD program, yes, thank you, you see. So we have junior faculty development program, which helps the collaboration between researchers from various institutions.
from developing countries, I think. Digital education cluster and the digital solution for sustainable cities in West Africa, which is also another program where scientists interact. And then we have the 100 PhD for Africa program, which is what Aurel has been choosing. From his explanation, the 100 PhDs for Africa is basically what the French call cours tutelle, where if you are in a particular university, you have the opportunity of being matched with a performant professor in one of the EPFL cluster of universities. For his case, for example, he is a PhD here in UM6P Morocco, and he had the opportunity to be matched with another professor from the EPFL cluster. Why do they do this? They do this to ensure that the quality of research that is produced in Africa, it matches what is done in Europe. It also helps in bridging the data gap and research gap that exists between European countries, or the developing world and the less developed, and the developed world and the developing world. So like you can see, the APFL, it's fully funded. It helps an African student to be matched with an APFL professor. And like we said, APFL is a cluster of universities within I think Switzerland. And then it's for 54 months, which is almost 4.3 years. And then it sponsors not only your research, but also if you are going for presentation, conferences, mobility, which is the most difficult, especially for a PhD. Sometimes you want to go for a conference where you present your work and get collaborators and get people to tell you that, okay, you have to look at it this way. Sometimes we in Africa would not have those opportunities. That is where EPFL come in. Also, EPFL still supporting means you can leave your university and go into another university, maybe in Louisiana or one of the EPFL clusters, and stay there with your supervisor. And your supervisor also takes you in charge. It's not like you're begging again. It's more of he has already adopted you. And I think this is really amazing. Then he presented on the requirements. Requirement is you must be a PhD student in an African university or a master's degree student. That's to say you should be finalizing your master's degree, not that you are still in your first year of master's degree. I'm specifying because some people are going to apply with their without master's degree, and then they'll be stuck. So you should be finalizing your master's degree or be enrolled in a PhD program. This is essential because why should they take you and hold the space whereas you are not even ready to enter into a PhD? So, and then academic excellence. We come back to the same thing we have been saying in all the other episodes. You must be excellent. Excellence is not only in grades, excellence with respect to the other things that you do. How have you been able to use the skills that you have acquired up to masters to aid the communities that you are growing in? That is also excellent. So if you do not have the best grade, maybe you have extracurricular activities that proves that you are the best. Like Einstein said, it's not everybody that can swim, so we cannot be testing only on your ability to swim. They are testing on a whole lot of other things. So which other thing? I think your CV, your transcripts, letter of motivation, research proposal, very important. So if you are looking at it, Orel has mentioned APFL this year is not yet open. It has been delayed. It means that you still have time. And if you are writing your research proposal, you should include the budget. Again, you should have a passport, because some people are applying and they want to leave their countries and they don't even have the first document to leave your country, which is the passport. So passport is very important. 2 reference letters. We specified in the last meeting that reference letter, it matters who is referencing you. You don't go meet your brother because he teaches in, I don't know, I don't want to call schools names here. And you say that, okay, because he's a professor, you use his name and you're like, Professor Sapas. Who references you matter. Be friends with top professors in your school. Whether you study in any school, the top professor of your school is always the best person to reference you. At least he can show somewhere. And the statement of objectives and all whatnot. I feel like these are the most important documents that Aurel has mentioned. He did not talk anything about whether French speaking or English speaking, or if there's need for eyes and all that. I think he's going to come with the questions. And Aurel, first of all, it's his entire parcours has been in French.
So if he's getting into APFL, he just tells you that, okay, APFL is open for anybody that's African. So you cannot be holding yourself back because you do not have maybe IELTS or the other necessary English requirement. Of course, science these days is in English, so knowing some level of English comes with a reward. I'm going to leave it here. If there's any questions, then we can follow up. Maybe some questions are going to bring some of the aspects that were not considered. Okay, maybe you can also add some words about the application that timeline. Maybe the next slide. Yes, the next slide, yes. Yeah, true. So the Yeah. application timeline, there have been two cohorts. The third cohort is soon to open. And Ore said it is because something happened, which we are happy that something happened. It means that you have time to apply. So I think Aurel might give us updates, or we'll be looking at it closely, and we're going to share the link on the SFO WhatsApp group or the SFO website. After you have dropped your applications, there is pre-selection. And Aurel has said that the number of people that apply for this scholarship are high, and the number of people that are choosing are small. Once you have been choosing, it's three phases. One, they pre-select you, you wrote that you are smart. Now they test you if you are smart. They ask you questions in the interview. You defend the fact that you are smart. They ask you the very questions or some different questions just to ensure that they are not wasting their money. And then after that, now they choosing. That's how life is. Even to go to heaven is the same thing. Then the first cohort, they choose only 9 laureates out of 850. The second cohort, 20. It implies that we might be lucky that this year they choose 30 because it's like it's times two, or approximately times two. So the number of people that are applying also might be greater, but it does not negate that you do not apply. Of course, every shot that has not been taken is 0, but a shot that has been taken is a probability of 50-50. You can either score or not score, but at least now your probability has improved. So maybe questions. Perfect. Thank you very much, Perez, for this translation. I mean, you really made a great translation of all these things. So, maintenant, on va passer à la séance des questions-réponses, enfin des questions. Donc, je vais relayer les questions que nous avons déjà dans le chat et Aurel va se charger de les répondre. Donc, la première question, ça vient de Aneva. Donc, elle demande, la thèse s'effectue en Afrique ou en Suisse? Première question. Et peut-être je vais peut-être lister et tu vas répondre progressivement. Donc, la première question de Aneva, la thèse s'effectue en Afrique ou en Suisse? Deuxième question, qui propose le sujet de thèse? Et troisième question, est-ce qu'il y a un domaine scientifique plus demandé ou pas lors de la candidature ou alors les sujets de thèse peuvent venir de partout? Merci beaucoup Aurel pour la présentation, c'était très intéressant, j'ai beaucoup appris. Ok, super, super. Déjà, merci pour ces questions. Premièrement, d'abord, la première question concernant en fait le pays où la thèse allait s'effectuer en fait. Donc, l'objectif en fait de ce programme en fait, c'est pas je dirais, c'est pas du brain drain en fait, comme ça se fait régulièrement où on peut étudier à l'étranger en fait. C'est pourquoi c'est en collaboration avec une institution en fait, du pays en fait. Donc, normalement, ta thèse, tu le fais dans l'institution africaine, mais étant donné que grâce au programme, tu bénéficies d'une co-supervision en fait, ça veut dire que tu as des périodes de mobilité en fait où tu effectues ta recherche à l'EPFL en Suisse en fait. Donc, c'est ça. Donc, ça veut dire que tu es à cheval sur les deux pays en fait, ton université d'origine en Afrique, ainsi que voilà, genre, le PFL en Suisse. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, par rapport à la deuxième question qui concerne en fait, je pense, Sujet de le thèse. proposal en fait, c'est ça, je suppose. Le proposal en fait. Le proposal, c'est toi-même qui le prépare en fait. Donc, c'est pourquoi genre, il y a deux profils qui peuvent postuler en fait au programme. On a dit quoi? Les étudiants en master 2. Donc, tu es en master, donc tu es sur le point d'avoir ton diplôme, ou tu as déjà le diplôme de master également. Ou soit, en fait, c'est que tu es déjà en première année de thèse. Donc, ça veut dire que si tu es en master 2 ou que tu as juste déjà le master, que tu n'es pas engagé dans un programme de thèse, le proposal, c'est toi-même qui va le proposer, en fait, tu vois. C'est un peu ça. Donc, tu réfléchis. C'est pourquoi c'est un travail de longue haleine et de préparation, en fait. Et je pense que si
tu as la volonté en fait de t'orienter vers une thèse et d'embrasser une carrière de chercheur. C'est un exercice que tu dois déjà commencer. En fait, identifier les thématiques qui t'intéressent, en fait, ces axes de recherche, et réfléchir, lire, explorer la littérature, et vont revenir avec un sujet qui permet de combler un fossé, un gap, qui permet de faire avancer, en fait, genre, le domaine de recherche. Donc, c'est ça que tu fais. Et maintenant, tu as ton proposeur que tu as. Maintenant, tu vas avoir un professeur dans une université ou dans une institution de ton université de ton pays à qui tu soumets ton projet. Voilà le projet que j'ai et que je voudrais soumettre au programme, en fait, sans PhD for Africa. Est-ce que tu es prêt à endosser ma candidature? Et il peut prendre connaissance de ton projet, il lit, et il dit, OK, ouais, ça c'est bien. J'ai l'expertise qu'il faut pour être ton superviseur là-dessus, donc j'accepte ta compète. Ou soit, tiens, on peut refiner en fonction de mes expertises pour que je sois en pleine capacité de pouvoir t'encadrer comme il faut sur le projet. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça veut dire que le proposal, il vient de toi-même. C'est toi-même qui dois le rédiger comme il faut. Maintenant, si tu es dans un programme, en thèse, en première de thèse, c'est que tu travailles déjà sur un sujet, en fait. Donc, ça veut dire que c'est ce sujet que tu vas utiliser pour postuler au programme, en fait. Donc, c'est un peu ça. Okay, je fais un peu le recap. I think I never was asking a question with respect to what's the program? Is it not a common brain drain kind of? And how does it work? Do we need to have the masters? How does the proposal work? And Aurel's response was, ideally, you should be leaving your MSc program like we mentioned. And if you are leaving your MSc program, not yet in the PhD program, that means final year MSc, you are writing your thesis and you look at the opportunity is an interesting one. You have to write the proposal. Now, with that proposal, you need to talk with the professor because remember, EPFL is not like the standard PhD programs where you are writing to a European professor. No, you are writing from an African perspective, from with an African professor looking for a European professor to jointly supervise you. So it's like we have this, for example, you can have a lab in Africa, but the lab is not perfectly suited to take up all the aspect of the project. Or you might have a project that you will need to complement with other persons which have different perspectives. You're not looking only to go to Europe. You're looking at what can I do with what I have and complement with the others. And Aurel was saying that if you're already in a PhD program and you're already working on a thesis, then you have to propose that thesis. But most importantly, you need a professor from Africa that endorses you because how are you going to have two persons? That's why you must be enrolled or have someone that is backing you up. I think that's it. Yeah, maybe la dernière question de Ade elle demandait est-ce qu'il y a un domaine scientifique plus demandé ou pas lors de la candidature ou alors les sujets de thèse peuvent venir de partout? Ouais, ouais, non, il n'y a pas de domaine scientifique précis, en fait. Mais généralement, si tu veux faire allusion, en fait, au marché entrepreneurial, ou parfois on dit de créer, tu crées le besoin, en fait, parfois pour pouvoir apporter un produit, en fait, qui va servir la demande, en fait. Donc, c'est que, genre, parfois, il y a des problèmes, il y a des thématiques qui sont intéressantes qu'on ne soupçonne même pas, en fait. Donc, l'étudiant, dans sa perspective, peut, en fait, venir avec un projet qui soit super innovant, en fait, et qui peut être, hein, qui peut appartenir à une discipline, en fait, qui n'est pas trop explorée. Donc, il n'y a pas de limite, mais juste, c'est qu'il doit s'assurer que ce temps soit peu aligné avec les domaines, en fait, dans lesquels les laboratoires de recherche à l'EPFL travail en fait, afin que qu'ils puissent espérer avoir un superviseur qui ait l'expertise là-dessus en fait. Donc l'autre point c'est que genre tu ne contactes aucun professeur à l'EPFL en fait, tu ne choisis aucun professeur là-bas. Juste genre durant la phase de soumission, on te dit identifie un professeur qui a peut-être l'expertise qu'il faut sur la thématique et le projet que tu as proposé. Et si tu l'as identifié, donc tu écris les identifiants, le nom de la personne en fait dans la candidature. Si tu n'identifies personne, tu n'arrives à trouver personne aussi, tu peux également soumettre sans identifier aucun superviseur. Donc eux, durant la phase de matching, quand ils distribuent en fait les proposals en fait qui sont retenus, les professeurs eux-mêmes prennent connaissance de ces projets-là et peuvent identifier ce sur quoi ils peuvent voilà, apporter leur expertise et voilà. C'est un peu ça. Donc, il n'y a pas de domaine, c'est pas restreint en fait de façon spécifique.
In OK. resume, APFL does not have any specifications with respect to the kind of or the type of subjects to be considered. Like their specifications is only dependent on the universities that in the APFL cluster. So you cannot choose a topic that there is no one within the cluster that is interested in, or there is no professor that will be able to supervise you. It means that they have to go out of APFL. So most likely, and the best option is going to be you having a subject that is in line with the things that APFL is interested in, or the labs at APFL that they are interested in. Or if you identify a professor in the APFL cluster, you can simply write within your application that this is in line with this other professor and it extends the work of this person. Those are the two options that you can go just to be on the safe side. Exactly. Une question de Joseph. Merci Aurel pour les informations. S'il te plaît, est-ce que le candidat intervient au cours des différents filtres de sélection que tu as présentés? Genre, y a-t-il des interviews? Voilà. Donc, justement, dans tes étapes de filtre que tu as présenté par rapport à comment on sélectionne, à quel niveau le candidat il intervient et à quel niveau son sort est vraiment entre les mains des recruteurs. Il n'a plus rien à faire, il va juste attendre les résultats. Bon, déjà à la première phase, en fait, quand les candidatures sont soumises, en fait, il y a le premier filtre qui est fait, où genre, bon, quand le premier filtre, c'est qu'on regarde en fait l'adéquation, voilà, l'intérêt des thématiques globalement, et voilà, si tout est en règle. Donc ce premier contrôle de routine, il est fait. Donc après, maintenant, il y a maintenant un comité de recherche spécialisé en fait, qui passe encore une fois en revue, voilà, tous les projets qui sont soumis en fait. Très bien. Donc c'est après cette étape maintenant que voilà, les proposals sont faits quoi? Sont répartis en fait aux professeurs de l'UPFL en fait, en fonction des expertises et tout. Donc il y a les attributions qu'ils ont faites. Donc ces derniers, une fois maintenant qu'ils passent en revue les proposals, ils identifient ceux qui entrent en ligne avec leur expertise et ils invitent maintenant ces candidats en interview en fait. Donc, à ce niveau, l'étudiant intervient où voilà, il y a eu un interview avec le prof où vous discutez, tu présentes ton projet en fait et tout ce qu'il faut, les motivations et les perspectives, tout ce que tu fais comme projection par rapport au projet et après le projet. Donc, il y a cette discussion qui est faite. Donc, après ça, maintenant, le superviseur est censé donner son avis. Est-ce qu'il retient, est-ce qu'il estime que voilà, vous pourrez travailler ensemble sur le projet et tout. Très bien. Donc, après cette phase, maintenant, il y a encore un autre, il y a encore voilà, une autre étape de révision qui est faite maintenant, où il y a encore le comité scientifique qui entre en ligne et qui maintenant fait l'association entre les professeurs, en fait, entre les professeurs et les étudiants. Parce que parfois, une candidature donnée peut intéresser plusieurs professeurs de l'EPFL, en fait, comme c'était mon cas, en fait. Donc, après, maintenant, il y a le comité scientifique qui vient et fait, en fait, le matching comme il faut de façon précise. Donc, c'est un peu ça la timeline en fait. Okay. So how many interviews? How many interviews can someone have? Moi, je pense qu'il y a qu'un seul interview. And so, Ouais. so if your project is interesting to four supervisors, Mhm. how do you do it? All of them come to a meeting and then you explain to all of them, or you have to? How? Ouais. Si ton projet intéresse plusieurs professeurs, que tu auras un interview avec chaque professeur, genre, c'est carrément un processus indépendant en fait. Où Ah, okay. voilà, typiquement, Okay. tu entres et chacun évalue est-ce que, ouais, est-ce que parce que parfois, genre, chaque superviseur voit peut-être un aspect de ton projet, en fait, qui est Mm-hmm. complémentaire à la vision de l'autre que l'autre ne voit pas, en fait. Donc après, le comité scientifique peut vraiment juger qu'est-ce qui vraiment entre vraiment en ligne avec ce que tu fais. Donc après, c'est comme si, genre, c'est une étape où le processus devient parallèle, en fait, où, Mm-hmm. hein, voilà, et après, ça, le fil, ça, tout revient. Oui, c'est un funnel, un double funnel. Yeah. OK. Ok. Une question de Aneva, une autre question. Why the PhD is 4.5 years? Does it start by something like course or exams? Oui, cette question est importante parce que Aneva, elle a posé cette question parce que en Europe,
En général, le PhD, c'est 3 ans, en général, hein, voilà. Ouais. On sait très bien que certains vont au-delà. Donc, Mhm. pourquoi justement dans le financement dans ce cadre-ci est presque 5 années? Donc, pour Ouais. la raison pour cela. Bon, après, quand le financement est sur 5 ans, ça ne veut pas dire que genre, tu es censé faire 5 ans. Tu peux finir ta thèse en 2 ans et voilà, c'est tout. Tu peux finir ta thèse en 3 ans et c'est tout. Mais on sait que la majeure partie des thèses ne s'achèvent pas de façon rigoureuse en 3 ans, en fait. C'est pas toujours le cas. Donc, c'est voilà, cette marge voilà, d'erreur en fait, qui est intégrée, en fait. De telle Donc, sorte que l'individu ne soit pas limité par la durée, en fait, voilà, de la thèse et tout. Donc, ça veut dire quoi? Si après 3 ans, tu n'arrives pas à soumettre, en fait, ton projet et genre, le résultat final de ta thèse comme il le faut, en fait, genre, il y a une certaine extension, en fait, qui te permet d'aller jusqu'à jusqu'à 4,5 ans, en fait, au max, en fait, c'est un peu ça. Donc, c'est pour dire, c'est la période sur laquelle on peut, jusqu'à quand on peut allouer le financement pour Mhm. le projet, en fait, c'est un peu ça. Donc, c'est pas comme par exemple aux États-Unis où lorsqu'on parle de thèse de 5 ans, c'est parce que justement c'est inclus avec un master. Donc, il y a d'abord 2 ans de master. On va dire avec guillemets, hein. Donc, il y a les cours qu'on fait, des examens qu'on compose et ensuite il faut passer une classe supérieure. Et donc, les 3 dernières Non, années sont concentrées. Donc, c'est vraiment non, pas c'est ça. pas le cas. C'est pas le cas. Ici, la marge est prise en compte de telle sorte que si l'individu n'avait pas achevé sa thèse en 3 ans, que son financement ne soit pas continué, ne soit pas coupé, en fait, qu'il puisse continuer. Parce que le problème avec les thèses, c'est justement ça, c'est le financement. Parce que si tu n'as pas le financement, c'est difficile de mener une recherche. Et on veut Mhm. s'assurer que, genre, même si la personne n'est pas en mesure d'achever la thèse en 3 ans, en fait, qu'il puisse toujours avoir le financement qu'il faut et continuer ses travaux jusqu'à ce qu'il puisse achever. Donc, moyennement, 4,5 ans, c'est assez raisonnable pour pouvoir finir. Mhm. Okay. So 4.5 years does not indicate that you have to stay in the university for 4 to 5 years. It's simply the allowances that is given to a PhD researcher because they understand that PhD is not something that if it was defined, then there's no PhD. So since it's not defined, at least they need to give you an allowance to say, okay, on average, at worst case scenario, this person can take 4 to 5 years to come up with something really great. And that's the advantage of EPFL, I would say. It's not everybody that has funding to give to someone for 4.5 years. In the same light, you can finish your PhD in 1 year, in 2 years, in 2.5. You are too smart. Who knows? You can finish in 1 year or 3 years. Some people, most times, it's 3 years, 4 years. So that's the idea. Et vous pouvez être malade aussi, vous pouvez tomber malade durant votre... Mm-hmm. Donc, du coup, avoir la possibilité de prolonger est aussi important. Une autre question de Aneva. L'enseignant qui décide d'encadrer la thèse en Afrique bénéficie lui aussi du financement. Cette question, elle est intéressante parce qu'elle est sous-jacente du genre, que gagne le professeur qui va te prendre, qui va t'encadrer en fait en Afrique avec cette collaboration-là? Donc, c'est peut-être ça la question sous-jacente. Parce que bah, il va bénéficier d'un financement, bon, enfin. Si j'ai compris un peu la question. Bon. Vous savez, cette question, je pense que c'est parfaitement aligné avec la mentalité, en fait, sur le continent, en fait. Africain, vous voyez, c'est un peu ça. Parce que normalement, typiquement, les professeurs, les superviseurs, les PI, c'est que ils pilotent plusieurs projets et tout. Donc, voilà, ils n'attendent pas forcément quelque chose du financement de l'étudiant, en fait. Mais les gens sont souvent drivés par la qualité du projet, en fait, que l'étudiant a, en fait, tu vois. C'est un peu ça. Donc, techniquement, il n'y a pas de... Le financement ne concerne pas le superviseur de manière directe. Mais ce qu'il y a, ou ce dont le superviseur peut bénéficier, en fait, ce sont les mobilités, en fait. Le superviseur aussi peut faire des mobilités pour aller en EPFL et rencontrer, voilà, le deuxième co-superviseur là-bas, afin qu'ils aient des échanges, des discussions par rapport à l'avancée du projet. C'est principalement ça. Mais ça ne me prend pas encore, je dirais, la paye ou bien le salaire du PI dans l'institution host. Non, c'est pas ça en fait. C'est un fonds, un financement destiné à l'étudiant de façon principale pour qu'il puisse faire sa recherche sans avoir aucun souci en fait. C'est techniquement ça. Et ben, c'est aussi un partenariat valorisant et bénéficiant, hein. Tout le monde gagne. Ouais, Même toi, il c'est gagne. Parce que le justement fait que ça. tu sois également encadré par d'autres professeurs d'une autre université, ça fait en sorte qu'il C'est justement ça. Parce qu'après le superviseur aussi, le superviseur dans l'institution host
en Afrique, il bénéficie aussi parce que ça fait un réseau auquel il a accès, en Exactement. fait, à travers la collaboration avec le superviseur à l'EPFL, en fait. Donc, Okay. That's, donc, so for the professor, the professor here in Africa that is the person endorsing you, some of the advantages that come with it is from time to time they might have the opportunity also to be invited to visit the other institution, but it's not defined. The finances is mostly for the student, but even if we exclude those aspects, the professor also benefits because they are enlarging the network. And one who says enlarging a network means maybe today you're not working on a project with that guy, tomorrow you work on the project with that guy. So it's a win-win, both for the professor here, the students here, and for the APFL cluster because you'll be working on an interesting project. Now, my own question has to do with does the project that you are working on matter? Like from your experience, you think that because you have been talking about you can have a proposal that is interesting to 4 professors or 5 professors, does it mean that the project that you are working on matters? What will you see are the most important things to consider if you're writing a project? If someone that's listening to us wants to write a project, what would be the most important things to take into consideration? voilà. Bon, je dirais l'impact, hein. L'impact, en fait. Genre, le projet, parce que genre, le projet qui est proposé, le proposal, en fait, il doit être impactant, il doit avoir un impact et ça doit être utile, en fait. Ça doit pouvoir servir au continent. Parce qu'après, les autres, en Europe, je pense que pratiquement tout est fait, hein, où ils ont tout et c'est voilà. Mais le projet, il doit vraiment être une thématique qui aura vraiment un impact significatif en Afrique parce que c'est surtout ça, en fait, que le projet porte, quoi. Okay, so Ok. they Yeah. mhm. Yeah, tu peux traduire. Okay. So the most important for EPFL, I think, is the social and economic impact to Africa. For example, because EPFL does not have any limitation with respect to the subject. So if I say social impact, not all projects have a direct social impact. Some might have economic impact, which indirectly comes back to social impact. So OSS is going to be mostly the impact, which kind of impact you are going to define, and you need to express this in your proposal very well. For example, this project is on oncology and uncertainty. A lot of people these days, not only in Africa, but also in developing countries, die of cancer, which means that one, the results that you are having is not only the impact of Africa, but worldwide. How many people will it touch? Because when we talk with respect to impact, it might get mixed up. With respect, how many lives does your project, we give you money for 4.5 years. At the end, this investment, how much will it bring us? So I think that's a valid reason, Sandra. Je vais prendre la question de Farel et ensuite je vais donner la parole à Yaya parce qu'il lève la main depuis un moment. Donc la dernière question de Farel dans le chat, c'est euh, est-ce que l'étudiant peut se renseigner sur les recherches de l'enseignant de EPFL pour échapper à la loterie? Donc, enfin, je pense que pour reformuler, peut-être l'étudiant demande si est-ce qu'il faut se renseigner sur les sujets de l'enseignant en question pour justement échapper à ce que tu as expliqué en disant, OK, tu peux soumettre, mais après, bon, voilà, chaque professeur va voir si il est intéressé par ton projet, etc. Oui, bon, c'est une bonne question. C'est pourquoi je pense que l'un des points que j'ai mentionné précédemment, c'était que le projet peut être aligné avec, voilà, l'une des expertises, en fait, des labos de recherche à l'EPFL. C'est important, en fait. Mais l'autre chose, c'est, si encore je crois, c'est qu'il ne faut pas toujours se calquer sur l'axe de recherche d'un projet de façon spécifique. Sinon, tu risques d'atrophier, en fait, genre, ton raisonnement et limiter, en fait, ta capacité à proposer un projet qui soit super innovant, en fait. Donc, juste, je pense que ce qui est important, c'est t'assurer que ton projet s'aligne tant soit peu avec les axes de recherche de façon wide. Donc, après, maintenant, la granularité qu'il y a au niveau du projet que tu es en train de proposer, vraiment, tu le sens par rapport à tes centres d'intérêt et orientation, en fait. Donc,
C'est principalement ça. Maintenant, quand tu passes l'étape de sélection et que tu viens à l'étape d'entretien, c'est normal que tu te renseignes suffisamment maintenant sur le prof avec qui tu as le matching parce que voilà, il va t'envoyer le mail de l'interview, voilà, je pense en avance de votre euh, interview. Donc, à ce moment maintenant, tu es censé vraiment aller lire ces recherches qu'il fait en fait, t'inspirer, voir en quoi c'est lié avec ce que tu es en train de faire et pouvoir mettre ça et pouvoir exprimer ça de façon claire en fait, genre durant l'interview ainsi que mettre un accent sur comment il pourra voilà, t'aider toi en fait sur le projet que tu as initié. Donc c'est à ce niveau-là que c'est surtout important de vraiment prendre connaissance des recherches de l'autre professeur. OK. Je pense que Yaya. Oui, il y a la parole. Tu peux. Peut-être que Oui, si, il reste merci pas. beaucoup Sandra et Pérez pour la modération. Déjà, ma main était déjà fatiguée, hein. C'était les- Oui, j'ai constaté. Et merci aussi à Aurel pour cette présentation et à nos chers invités. En fait, je voulais répondre enfin, intervenir sur la question d'Aniva par rapport à ce que l'enseignant gagne. Donc, vous avez répondu, voilà, à la question. Je voulais en fait apporter un petit point. C'est qu'en général, voilà, dans les labos de recherche, soit dans nos universités, les profs, ils veulent bien en fait prendre des thésards pour travailler, sauf qu'ils n'ont pas de financement. Donc, ça limite Mhm. en fait, leurs options. Donc, le but de ce programme, je crois que c'est un peu, ça facilite un peu cet aspect-là. C'est pour permettre à ces profs qui veulent encadrer les tests, pouvoir avoir le financement qui va avec. Donc, c'est déjà un plus parce que le prof lui-même, en prenant cette initiative d'encadrer le PhD, ça rentre dans son projet et du projet de l'université en général. Donc, ça, c'est déjà quelque chose à gagner. Et du coup, voilà, s'il veut faire le partenariat avec avec ce programme-là, donc UM6P et EPFL, donc c'est encore une plus grande visibilité pour le prof, pour l'université, et ainsi de suite. Le deuxième point, ouais, je crois que c'est la question qui vient d'être posée en même temps. Donc, par rapport au proposal, donc, qu'est-ce qu'il faudra en fait mettre pour être plus persuasif et autres. Donc, Aurel a déjà donné un bon point qui est l'impact, miser sur l'impact du projet. Oui, c'est vrai que au niveau de l'UPFL, voilà, ils ont déjà, on va dire, leur centre d'intérêt, donc ils ont différents axes de recherche. Donc, du côté du candidat, donc il peut avoir son sujet à lui. Si ça rentre dans ces axes-là, tant mieux. Mais des fois aussi, voilà, ça peut avoir un léger décalage. Peut-être ça ne concorde pas avec un axe en particulier. Mais puisque le proposal, il s'agit d'expliquer ce que tu veux faire et surtout mettre en avant l'impact. Quand il s'agit de l'impact, je crois que tu peux tout de même expliquer l'impact de telle sorte que ça aligne avec l'impact d'un autre projet qui est là. Parce qu'eux, ils ont un axe de recherche pour atteindre un certain impact. Donc, ce n'est pas forcément la seule direction. Donc, avec ton projet, tu peux aussi avoir le même impact sans pour autant que, d'un point de vue technique, ça soit le même point de départ. Donc, voilà, surtout miser sur cet aspect-là. Donc, voilà, c'est ce détail que je voulais ajouter. En fait, j'ai été candidat à ce programme-là. Donc, Ah. j'avais un peu fait la procédure. Donc, oui, aussi par rapport au choix des professeurs. Donc, lorsque, parce que lors de la candidature, donc, tu vas mentionner les coordonnées du prof avec qui tu veux bien collaborer. Donc, si tu as un prof dont les axes de recherche s'alignent avec ton projet, tant mieux. Donc, le contacter, s'il donne son accord, c'est encore mieux. Donc, tu dois voir les coordonnées. Mais sinon, quand tu envoies comme ça, une fois qu'on fait le matching avec ceux qui ont proposé des profs, et puis voilà, il va rester les projets qui n'ont pas en fait de profs. Donc, eux, ils vont finir. C'est que si ils vont faire le matching avec les profs, ils vont voir le projet et voir si ça s'aligne avec ce qu'ils veulent faire. Donc, même si tu n'as pas mentionné leur nom. Je crois qu'Aurélien a déjà expliqué ça. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, de toute façon, tu auras un seul interview. Donc, un seul prof qui va te contacter et puis voilà. Et à ce niveau-là, comme Aurélien l'a déjà spécifié, donc une fois que tu as l'interview, ça veut dire que ta candidature, ça sort du lot. Du coup, il faudra maintenant t'intéresser au prof avec qui tu as fait la candidature, avec qui tu as fait l'interview. Donc, apprendre un peu, euh,
ce qu'il fait comme travail pour pouvoir enrichir la conversation. Parce que là, il s'agit d'aller donner, voilà, de faire bonne impression. Donc, il faut connaître celui qui est en face de vous. Donc, c'est un peu ce que je voulais ajouter. Euh, voilà, Oh, merci. thank you so much, Yaya. I think Yaya has used one stone to kill three birds at once. His contribution with respect to, just to highlight again, Yaya has gone through the APFL program at one point in his life. Yaya was also a PhD. Now is Dr. Yaya. I should not be calling him like my like my mate. Yaya is Dr. Yaya now. Dr. Yaya is highlighting that for the APFL, the teacher or your supervisor in Africa also benefits because, like I said, in Africa, sometimes resources are really scarce and it's difficult for professors to, even though they like your subject, they might not have the finances to carry out the project. It means that APFL reduces a load on their shoulders, in addition to the fact that, okay, it ties them also to other big universities, which is a plus for both their university or their own labs. So that is one of the aspects that Yaya was highlighting. Again, with respect to writing your proposal, in addition to highlighting the importance for Africa, that's the contribution and the impact for Africa, you can also highlight the fact that it aligns to EPFL laboratories or a professor in EPFL. Reason being that people only invest in what they are also interested in. Of course, you can say that people are dying in Africa. It might not be the concern of someone. So you saying that people are dying and also it will benefit you to do this because it's happening here. You are also interested in this. It's highlighting the fact that, okay, this is also in your area. It is also in your interest. People always invest in what they're interested in. And then the last one is always endeavor at least to write in the direction of a professor in APFL, because sometimes you just write the professor. If the professor already says, yes, I like you, it means that sometimes instead of going through the 1,000 or 2,000 applications, the guy would have already removed your application from the lot. And like someone was saying, who was saying that La Loterie, you might have escaped the lottery and entered into a selection basket, who knows? So those are tips, and that's the reason why SFO study abroad sessions are always interesting. Any other question? Ok. Donc, je pense qu'on a fait les tours des questions. J'ai peut-être une dernière question, mais qui est beaucoup plus sur la forme, parce que lorsque j'ai été, enfin, lorsque je préparais, je préparais en fait cette séance, je me suis intéressé justement à cette bourse que je ne connaissais pas d'ailleurs, et j'ai beaucoup appris avec euh, ah oui, Brice. Ah, ok, Brice, je vais te donner la parole là, juste après. Donc, lorsque j'ai lu 100 PhD for Africa, moi, je me disais qu'à chaque cohorte, ils vont s'arranger à prendre 100 personnes. Mais I quand also wanted to ask the same question. I mais quand also je, wanted mais to quand- ask the same question. I thought it was 100 PhDs that they are recruiting at once. I c'est did not ça, know. Wonderful. mais quand je vois comment tu dis first cohort, c'est même 9 personnes, 9, deuxième cohorte, 20 personnes. 20. Et là, c'est même encore inquiétant parce que si c'est 100 PhD sur leur contrat, c'est-à-dire que si par exemple ils ont dit 100 PhD pour tout le contrat, ça veut dire qu'ils ont pris 9, ils vont prendre 9, peut-être 20, et supposons qu'ils prennent encore, on va dire, Can. voilà, 30. Ils vont s'arranger à ce qu'après les 100, ils vont arrêter. Parce que là, c'est inquiétant, hein? Oui, Mhm. le truc, le programme Exafil a été initié pour un horizon de 10 ans en premier lieu. Donc, peut-être que, compte tenu des résultats qu'ils auront, en fait, parce que en tête, en gestion de projet, pour évaluer l'impact d'un projet, il faut un minimum de 5 ans, en fait. Donc, si, genre, à mi-terme, ils font l'évaluation du projet et ils estiment que l'impact qu'il a est vraiment significatif, ça veut dire qu'ils peuvent faire quoi? Étendre, en fait, genre, voilà, l'horizon du projet et donc, et recruter beaucoup plus, en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour le moment, c'est qu'ils ont quoi? Ils ont dit, genre, on recrute, genre, 100 PhD, voilà, dans le compte du programme sur la période de 10 ans, là, 10 en ans. fait. Donc, c'est un peu ça d'abord. Ce qui fait que, genre, la première cohorte, c'était 9, la deuxième, c'est passé à 20. La troisième cohorte, ça peut aller à 30 ou ça peut encore descendre à 10, on ne sait pas. Mais tout dépendra aussi de la qualité des candidatures, en fait, qui a eu, en fait. Donc, c'est un peu ça.
Donc, c'est So, big 100 disclaimer. PhD sur la durée de 10 ans. 10 ans. Ouais, ouais, ouais. Big disclaimer, big disclaimer, big disclaimer. Ah, c'est le big 100 PhDs disclaimer. for Africa, it means that is 100 PhD to be recruited over the period of 10 years. And first cohort was 850 people applied. Second cohort, 20 people were taken. And then 2,500 and something applied. Guys, this is dangerous. Apply this cohort. Who knows? Yeah, Because this cohort, they might recruit, let's say 30. They recruit 30. That's 30 plus 20 plus 9. We're already more than half. They can remember they can also close this program. They can recruit the 100 people within the space of 5 years, and then exactly. they And then close they it. close. So En please, en même temps, en même temps, le paradoxe, c'est que genre, on peut recruter en fait genre, le reste en fait durant la cohorte qui va suivre, hein. C'est une possibilité en mhm, fait. Yeah, yeah, either yeah, five, yeah. either C'est une, Exactly. five, and c'est then une- 3,000 or 5,000 application, or 6, 4,000. Please apply the next cohort, guys. That's the only thing I can tell you. Ok, on prend la question de Brice. Brice, tu as la parole. Et je crois qu'on va terminer par lui. Ok, Ouais. ok, merci de me donner la parole. Merci Aurel pour la jolie présentation et pour toutes ces informations que tu nous as tu as partagées avec nous concernant la bourse PFL. En fait, SFO, c'est plus pour donner, c'est pas seulement pour présenter, mais c'est aussi pour donner, comme Pérez l'a dit, quelques conseils pour être mieux, qui vont avantager les candidats, en fait. Et quand tu faisais la présentation, tu as parlé d'une proposition de budget pour ta recherche. En fait, moi, j'aimerais savoir comment tu as fait pour pouvoir proposer ton budget, parce que c'est un truc qui n'est pas assez simple, en fait. Et je suis sûr que beaucoup de personnes aimeraient bien savoir comment est-ce qu'il fait, comment est-ce qu'il doit faire, en fait, pour pouvoir proposer un budget pour sa thèse, parce que je pense aussi que c'est une pièce importante pour la candidature. Je ne sais pas si tu as des conseils à donner à notre auditoire. Merci. Merci beaucoup. Donc déjà, je voudrais merci pour la question parce que c'est un exercice très difficile. Préparer un budget pour genre, un projet de thèse. Pas que pour un projet de thèse, mais quel que soit l'événement, quand il s'agit d'estimer les coûts, c'est très difficile en fait. Donc, déjà dans le cadre du programme, du programme 100 PhD for Africa, il y a un template qui est voilà, mis à la disposition des applicants en fait, où il y a un budget qui concerne en fait la période où l'étudiant est dans son institution en fait, dans le pays d'origine en fait, en Afrique. Et voilà un autre qui concerne en fait les périodes de mobilité en Suisse. Donc, déjà, c'est qu'il faut faire une déclinaison en fait des coûts. Donc, quand tu prends la thèse, déjà, comme je pense que dans ma présentation, par rapport à là, ce que je prends en compte, voilà. Je pense, voilà, ici. Donc, typiquement, je dirais, il y a les grands axes qui sont déjà là, en fait. Donc, les frais de subsistance. Donc, genre, c'est quoi? Tu estimes que voilà, ta paye, en fait, mensuelle, la bourse que tu dois percevoir tourne autour de combien? Voilà. Et le logement que tu prends, ton loyer et tout. Donc, tu prends en compte, tu intègres tous ces coûts, en fait, dedans. Et voilà. Quand tu es ici, quand tu es dans ton pays d'origine et lorsque tu pars à l'EPFL, en fait. Donc, déjà, il y a un coût de vie minimum quand tu as l'EPFL qui est là, donc que tu dois prendre en compte. Généralement dit, euh, le SMIC, c'est autour de 2500 francs suisses. Donc, tu intègres ça également là-bas. Voilà, maintenant, les frais d'inscription dans ton université. Si tu es dans une université où il faut payer les frais d'inscription, voilà, donc tu inclus également ça. C'est un peu le cas chez moi à l'UMCSP ici où tu dois payer les frais d'inscription. Donc tu intègres aussi. Maintenant, les cours orientés, les cours de recherche, si tu as besoin d'un matériel en fait pour ta recherche, donc je suppose que bon, dans mon cadre, je peux dire, bon, je veux prendre un ordinateur, voilà, super puissant, tout ce qui part avec, ou un AI Station, Workstation. Donc, tu vois tous ces coûts que tu intègres également, tu évalues, tu prends ça en compte. Maintenant, les mobilités aussi, voilà, les voyages, tu prends en compte voilà, tout ce qui est frais de voyage, assurance, tu les intègres aussi. La participation aux conférences, il y a les coûts de conférence, parce que tout n'est pas financé en fait. Parfois, il y a des conférences où tu dois payer l'inscription à la conférence, donc les voyages en fait. Donc, tu estimes peut-être que durant la période de thèse, je veux participer à 2 ou 3 grandes conférences internationales.
voilà le budget qui sera alloué en moyenne pour la participation à la conférence. Donc, je l'estime. Je prends également en compte ça, genre un voyage, accommodation et tout ce qu'il faut en fait pour la conférence. Moi, c'est la Maintenant, également, publication, vite, tu dis? le prix de les publications. Ouais, maintenant il y a aussi les prix de publication qui sont aussi là en fait, parce que il y a certaines revues open access en fait où les frais de publication vont parfois jusqu'à 3 000 euros ou dollars. Donc tu peux également intégrer, peut-être tu dis, ah, j'estime durant ma thèse publier minimum 2 papiers journal en fait qui seront open access. Donc tu intègres aussi ces frais de publication et que tu mets. Après maintenant, la mobilité des enseignants aussi, c'est important. Donc tu prends également ça. Si ton superviseur de l'EPFL doit venir dans ton institution d'accueil. Donc, comment, voilà, les frais, comment tu les répartis, comment tu les ajustes. Voilà, si ton superviseur aussi en Afrique doit aller faire une visite à l'EPFL, en fait, là-bas, les frais aussi. Donc, tu intègres ça. Donc, un peu là, je viens voilà, de donner avec une, voilà, bonne granularité, en fait, ce qu'il faut mettre, en fait, dans le budget. Donc, quand tu fais ces estimations, voilà, bon, tu peux trouver à 60, 70 et tout. C'est un peu ça. Ouais. Ok. Et, ben, un budget ne se fait pas seul aussi, hein. Donc, tu peux aussi avoir l'appui de ton superviseur qui sera en Afrique, enfin celui qui va travailler avec toi. Et généralement, ils sont habitués à ces exercices-là d'écrire Exactement, exactement, des exactement, proposals et voilà, qui doit être soumis. exactement. Donc, Donc, juste, c'est faire un budget qui est assez réaliste, c'est ne ça. pas trop sous-estimer et ne pas également surestimer. Parce qu'après, ton budget est plafonné à 80 000 francs suisses, en fait. Donc, C'est mais ça. tout faire pour ne pas sous-estimer, en fait, voilà. Mais après, tu as aussi, genre, après la sélection aussi, c'est pas que le budget que tu as utilisé pour soumettre ta candidature est fixe, non, il peut changer, quoi. Donc, après ta soumission, maintenant, lorsque ta candidature est retenue, en fait, tu auras aussi la chance ou le temps de mettre à jour ton budget, intégrer les détails que tu n'avais pas pris en compte. Et c'est un truc très dynamique, en fait, quoi. Genre, après 3 mois après le lancement du projet encore, tu peux tout le temps mettre à jour, voilà, ton financement en fait, dis bon, j'ai oublié ceci, je dois l'inclure et tout, et donc c'est assez, il y a pas, c'est flexible, c'est assez flexible. Ok. C'est Il y assez a, il y a Yaya qui peut-être qui va ajouter une contribution. Yaya, tu as la flexible. parole. Ouais, ouais, Oui, oui, merci Aurélien pour cette réponse voilà, assez complète. Je voulais commenter ce que Sandra vient de dire tout à l'heure. Il faut aussi demander aux profs parce que voilà, ils sont très habitués à ces exercices-là. Et pour certains points comme les frais liés au voyage à l'EPFL, donc quand tu vas aller de ce côté, donc là-bas, il se pourrait que voilà, le prof il fasse aussi une estimation assez globale. Mais il peut aussi voir avec les doctorants qui sont là-bas, que ce soit à partir de LinkedIn ou n'importe quelle plateforme, essayer de contacter les gens là-bas pour avoir une idée en fait du coût de la vie. C'est vrai, il y a le SMIC et tout, mais si tu peux avoir des infos sur les doctorants dans le labo en question, donc ça peut aussi aider à raffiner le coût. Bon, enfin, si tu sais, quand tu cherches les informations, bon, on va dire, faut pas avoir froid aux yeux, tu demandes partout, tu peux avoir. Donc, voilà. C'était juste ça. Merci. Ok, donc je pense que nous sommes à la fin. On va, on va libérer Aurel pour qu'il essaie de faire, il va à ses propres occupations. Donc vraiment merci beaucoup Aurel pour tous les détails que tu as donnés par rapport à cette bourse. Elle est très très intéressante et ça demande aussi une préparation très voilà, fine. Faut pas, c'est pas, on se lève pas un matin pour publier et pour essayer de postuler à cette bourse. Donc vraiment, prenez, donc ceux qui nous écoutent, tenez compte de toutes les remarques et tous les éléments importants que Aurel a soulignés pour postuler. Et sachez que voilà, la bourse est sur 10 ans et voilà, on ne veut que 100 personnes. C'est possible que la prochaine cohorte soit limitée à un nombre de dons. On vous encourage vraiment à ne pas lâcher la prochaine cohorte. Si vous voulez postuler, c'est vraiment le moment. Sinon, c'est jamais, quoi. Donc, Pérez va juste conclure et peut-être, voilà, justement, si Aurel a quelque chose à ajouter, il peut ajouter et Pérez va conclure. On va s'arrêter là pour cette séance. Non, bon, je tiens déjà à vous remercier de m'avoir accordé la chance de pouvoir peut-être
partager en fait un tant soit peu mon expérience et ce que j'ai comme information par rapport au programme. Aussi, voilà, je remercie cette initiative en fait que vous avez de pouvoir, euh, je dirais, l'autre chose qui est importante parfois, c'est la qualité de l'information auquel on a accès. Donc, ça fait la différence dans beaucoup de sphères, en fait. Quand je prends mon cas, par exemple, quand j'étais dans mon pays d'origine au Bénin, en fait, la qualité d'information auquel j'avais accès, c'était pas pareil que, voilà, après ma venue au Maroc, en fait. Donc, l'information, il est crucial et il est important sur tous les plans, en fait. Et je vous remercie, en fait, voilà, pour cet effort que vous faites et de cette vulgarisation des opportunités que vous faites de façon quotidienne et tout. Merci beaucoup. Donc, c'était un peu ça. Merci. Okay. Wow. I think it's an honor. It's always an honor to have specialists like you, Aurel. I'm really grateful. The SFO team, the SFO family is grateful to have you and for the time that you have given us, because time is the most important. Now I'm going to talk to our guests. Thank you for always keeping up with us. It's session 12. We have talked a lot. Both in the past sessions, we have reminded ourselves of some things that we need to consider. For this session, most important, yes, your grades are important, but the proposal that you are making is way more important too. Now, for your proposal, impact, relationship with EPFL, do not say that your grandmother is dying and then do not highlight that EPFL is going to benefit if your grandmother does not die because you will not work. Your supervisor also is important. Take note. The budget that you are doing, when you are doing the budget, take into consideration what you are going to eat, where you are going to sleep, conferences you are going to attend, publications that you are going to do. In fact, most importantly, those conferences and publications shows that you are not there just to grab their money. You are there to become a real, a good scientist. And I think that APFL is going to open soon. Aurel is still available. For those that are interested, should get to one of the SFO's anchors. They can easily direct you to Aurel. Please don't ask Aurel funny questions, please. Especially personal questions. Go only for your APL stuff to Aurel. We are going to end here, and we are promising that we are going to come next week or wherever we meet ourselves with another guest, better information, better packaging, and inshallah we would see ourselves when we meet again. Thank you so much for being here with us, Aurel. Thank you so much for all of those that keep supporting SFO and the SFO vision. Thank you so much to our guests, and I'll say bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.